Dans le nord de l'Himalaya vit une panthère des neiges. C'est une femelle. Son destin est étroitement lié aux montagnes, aux saisons et aux animaux avec lesquels elle cohabite. 3 éleveurs de yaks qui gardent leurs bêtes dans ces montagnes ont décidé de se lancer dans une formidable aventure. Suivre la panthère et ses 2 petits et rapporter des images inédites. Au fil des mois, ils vont découvrir que dans cette nature hostile, grandir est un combat de tous les instants. L'Himalaya, la plus haute chaîne de montagnes au monde. Ici, la terre se soulève comme pour toucher le ciel. Il fait si froid à cette altitude que les pics sont enneigés toute l'année. Dans ces montagnes, la nature est aussi belle qu'impitoyable. Sous les nuages accrochés au sommet, une panthère des neiges a élu domicile. La montagne est son territoire, son refuge, son domaine. Son quotidien est truffé de dangers. L'histoire de cette panthère est celle de tous les animaux qui vivent et chassent ici, dans le nord-est du plateau tibétain. La panthère des neiges incarne l'esprit de ces montagnes. Elle est la sentinelle qui veille sur cette vallée d'altitude. Comme elle, d'autres tentent de survivre dans cet environnement hostile. Ce sont des prédateurs féroces, dotés d'une résistance hors norme. Pour tous les habitants de cette région inhospitalière, la vie n'est qu'une série d'épreuves, et la mort n'est jamais loin. Depuis des millénaires, les cerfs élaphes et les grands barrals sont les proies de prédilection de la panthère des neiges. Mais dans cette lutte pour survivre, la concurrence est rude entre les prédateurs. Les loups, les ours et les renards ont faim aussi. Tous se toisent à distance, prêts à défendre leur butin coûte que coûte. La vie est précaire par ce froid glacial à 4000 mètres d'altitude. Les hommes et leurs animaux domestiques vivent tout près de ces prédateurs, dans un petit village reculé. Ce n'est pas une relation facile. La nuit, la panthère des neiges sème la terreur dans le village. Mais sur le territoire des hommes, le prédateur devient souvent la proie. Et l'assassin silencieux se retrouve traqué. Les panthères des neiges et les villageois se sont ainsi affrontés pendant des générations. Jusqu'en l'an 2000, quand la région est devenue partie intégrante de la réserve de Sanjiwan.
Les fusils des fermiers leur ont alors été confisqués. Aujourd'hui, la population de panthères des neiges, d'ours et de loups est en augmentation. La panthère des neiges est une espèce si discrète qu'elle cache encore bien des secrets. Son nom est trompeur. C'est un félin plus proche du tigre que de la panthère. Les ours bleus sont moins mystérieux. Les petits restent avec leur mère jusqu'à l'âge de 3 ans, comme les autres ours. Les températures négatives ont fait une nouvelle victime, et la carcasse attire les charognards. La panthère des neiges sait qu'elle n'aura rien à manger. Les loups et les renards suivent les vautours à la trace. Rien ne sert d'attendre et encore moins d'espérer. Une meute de 5 loups règne sur ce territoire. Elle sait où trouver les meilleures proies. Les prédateurs ont repéré le troupeau. Les yaks n'ont pas conscience du danger. Soudain, les loups sont parmi eux. Ils attaquent en équipe et ciblent les plus jeunes et les plus faibles. Les femelles yaks parviennent à sauver un petit, mais les loups en isolent un autre. Sa mère se bat seule contre tous, jusqu'à l'arrivée des renforts. Le troupeau unit ses forces. Finalement, les loups capitulent et battent en retraite. D'ordinaire, les loups n'attaquent pas en plein jour. C'est beaucoup trop risqué. Mais cette fois, les villageois sont assiégés. Personne ne dormira cette nuit. Zeding est inquiet pour son troupeau. Pourtant, l'attaque des loups éveille en lui un nouvel espoir. Il retrouve 2 autres éleveurs de yaks, Peng et Daji, avec qui il a partagé ses économies pour louer une caméra. Comme ils ne comprennent pas le mode d'emploi, ils décident de passer directement à la pratique. Les 3 hommes ont vécu ici toute leur vie. Avoir grandi si près des animaux sauvages pourrait leur permettre d'approcher et de filmer ces fantômes de leur enfance. Ils remontent une rivière gelée. Dans la neige, ils découvrent les empreintes d'une panthère. La piste les conduit plus haut dans les montagnes. Ils tentent de planter une tente sur la crête pour se cacher, mais le vent est trop fort. Alors, ils attendent à terrain découvert. Les félins sont des animaux curieux. La panthère pourrait approcher si elle est intriguée. Sa famille a toujours côtoyé les hommes. Elle sait qu'ils peuvent tuer et elle ne leur fait pas confiance. Ce n'est pas la première fois que Zeding la filme, mais il n'a jamais obtenu des images aussi nettes. À partir d'aujourd'hui, les 3 hommes ne vont plus quitter cette panthère des neiges.
Les panthères des neiges défendent jalousement leur territoire. Bien souvent, celui d'un mâle et d'une femelle se chevauchent. Ils ont chacun leur domaine de prédilection. Le mâle règne sur sa grotte. La femelle préfère se poster sur une crête, d'où elle peut voir tout ce qui se passe aux alentours. Pendant l'hiver et au début du printemps, le mâle et la femelle marquent régulièrement leur territoire pour communiquer. C'est la saison des amours. Le mâle urine sur les rochers. La forte odeur est facilement reconnaissable. Il se roule sur le sentier pour y laisser son empreinte. La femelle ouvre la marche. Les trois hommes ont bien du mal à la suivre. L'oxygène se raréfie avec l'altitude. Le mâle est d'une patience infinie. Il se rapproche de la femelle un peu plus chaque jour. Un prédateur isolé est particulièrement farouche. Il ne peut pas se permettre de risquer sa vie. Les deux félins pourraient être gravement blessés si le mâle se montrait trop pressant. La femelle n'est pas très accueillante. Sa peur instinctive est en contradiction avec la nécessité de s'accoupler. Ce conflit intérieur déchire tous les animaux solitaires. Les félins se livrent à un ballet gracieux. Les éleveurs de yaks n'en croient pas leurs yeux. Leurs mains tremblent. Ils peinent à stabiliser la caméra. Les panthères des neiges n'élèvent pas les petits ensemble. Une fois l'accouplement terminé, le mâle passe son chemin. Si tout va bien, la femelle devrait mettre bas à la fin du mois de juin, dans 3 mois. Un caméraman animalier du nom de Shi Jinong a eu vent de l'entreprise des 3 éleveurs de yaks. Les visiteurs sont rares à la ferme. Les enfants sont ravis et leur enthousiasme est contagieux. Monsieur Shi, comme tout le monde le surnomme, va rester quelque temps avec les 3 hommes. Il va leur apprendre à travailler avec les animaux sauvages et à mieux les comprendre. Monsieur Shi est un caméraman exigeant, mais il est très encourageant. Les images montrent un comportement rarement filmé, un spectacle naturel exceptionnel. Ces 20 dernières années, la population de prédateurs a triplé dans la région. L'un des premiers à profiter de ce repeuplement est le renard du Tibet.
Ce matin, le pika est au menu de son petit déjeuner. Un bon chasseur doit se montrer patient, exploiter l'environnement et le sens du vent, et bien connaître sa proie. Ce renard semble avoir toutes ses qualités. Il est si bien camouflé que les pikas approchent sans se méfier. Le renard n'a plus qu'à attendre le bon moment pour attaquer. Monsieur Shi a apporté une caméra de meilleure qualité. La panthère des neiges ne devrait pas donner naissance avant plusieurs semaines. Cela lui laisse le temps de préparer ses élèves. Encore faut-il avoir quelque chose à filmer. Par chance, le renard fait une réapparition. Il se glisse sous la clôture pour rejoindre les pâturages. C'est un animal moins craintif que la panthère des neiges, car plus habitué aux hommes. Celui-ci chasse parfois en couple près de la ferme et ne s'intéresse qu'aux pikas. Ni les renards ni les pikas n'hibernent pendant l'hiver. Rien ne vaut une bonne séance de gymnastique matinale. Le pika, quant à lui, aurait mieux fait de rester couché. Tous les jours, si le temps le permet, Zeding, Peng et Daji conduisent Monsieur Shi dans les montagnes. Ils cherchent des panthères des neiges et les suivent discrètement à distance. Le territoire d'une panthère s'étend sur une centaine de kilomètres carrés autour de plusieurs vallées traversées par des torrents. Cette eau issue de la fonte des glaces coule vers le Mékong. C'est ici que le fleuve prend sa source avant de rejoindre le delta du Mékong dans le sud du Vietnam, 4000 km plus loin. La femelle reste bien cachée, mais le mâle plus gros est facile à repérer. 2 fois plus imposants que les femelles, les mâles dépassent souvent les 50 kilos. D'ordinaire, les panthères chassent au cœur de la nuit. Mais un soir, l'équipe a de la chance. Au coucher du soleil, le mâle aperçoit un porte-musc. Ces animaux vivent seuls et défendent leur petite parcelle de terre. Ils sont surtout actifs la nuit. Ils sont trapus, et les mâles possèdent de longues canines qui poussent tout au long de leur vie. Un yak serait une proie plus facile, mais c'est une bonne nouvelle pour les éleveurs. Les panthères ne s'intéressent pas qu'au bétail. Le cri d'alarme du porte-musc met le félin à cran. Il se lance à la poursuite de sa proie, qui lui échappe sans peine. Sa tactique s'est avérée inefficace. Mais tout n'est sans doute pas perdu. Ce ne sont peut-être que les prémices d'une longue bataille qui durera toute la nuit.
L'équipe finit par repérer la femelle. Malgré l'obscurité qui la protège, elle reste sur ses gardes. Elle attend des petits et c'est pour bientôt. Pour Zöding, cela ne fait aucun doute. Elle se dirige vers une grotte pour mettre bas. Au petit matin, Zöding découvre que le versant de la montagne est très à pic. Les yaks ne montent pas à cette altitude, loin du torrent et de la ferme. Le terrain est trop accidenté. Monsieur Chi rejoint Zöding et ils montent leur tente pour guetter la panthère et ses petits. Au bout de quelques jours, la chance leur sourit. Les petits sont nés, aveugles et sans défense, entièrement dépendants de leur mère. Lorsqu'ils commencent à ouvrir les paupières, leurs yeux sont bleus pendant quelques semaines, jusqu'à ce qu'ils prennent une couleur ambrée. Ils tètent régulièrement leur mère, qui produit un lait très riche aux caractéristiques uniques. En effet, les panthères peuvent équilibrer les taux de calcium, de magnésium et de fer contenus dans le lait, ainsi que les protéines et les vitamines, en fonction des besoins de leurs petits. Leur production de lait maternel peut représenter jusqu'à 10% de leur poids. Les pattes de la panthère sont presque aussi grosses que ses nouveau-nés. Elle remplit tous les rôles pour eux, celui de mère nourricière, de lit douillet et de gardienne. D'autres prédateurs rôdent dans les parages. Au bord du torrent, une femelle lynx et son petit se prélassent au soleil. Les lynx préfèrent la forêt et s'aventurent rarement sur le territoire rocailleux de la panthère des neiges. Cette femelle est 2 fois plus petite qu'une panthère, mais 2 fois plus grosse qu'un chat domestique. La plupart des prédateurs n'hésiteraient pas à tuer les petits des autres s'ils en avaient l'occasion. Cela permet d'éliminer la concurrence sur leur territoire. Voilà pourquoi elle a choisi une tanière si loin du torrent, et elle ne quitte pas encore ses petits. Les jeunes félins restent avec leur mère jusqu'à l'âge adulte, et souvent pendant plusieurs années. La femelle lynx veut bien partager son butin avec son petit, mais sûrement pas avec un intrus. En amont du torrent, un ours bleu du Tibet approche. Il pourrait s'avérer dangereux. Les mâles sont très irritables, surtout quand ils sont affamés. Le maître des lieux garde un œil sur lui. Il ne semble pas inquiet. L'ours ne fait que passer. Caché parmi les herbes, une silhouette attire son attention. Il y a un étranger sur son territoire. C'est un vieux mâle, attiré par le troupeau de yaks.
Il sait qu'il est sur le domaine d'un rival. Une fois repéré, il se retire sans demander son reste. Les mâles vagabonds sont très dangereux pour les petits, et il pourrait y en avoir d'autres. Au fil des jours, les petits deviennent plus actifs. Ils sont curieux et veulent explorer le monde qui les entoure. Mais à cet âge, leur mère est leur seul univers. Elle ne peut pas les laisser sortir. Pourtant, ce ne sont pas les babysitters qui manquent. Sa tanière se trouve au-dessus d'un dépôt de sel naturel, et les grands barrals viennent souvent sur ce versant. Toujours aux aguets, les grands barrals font office de signal d'alarme pour la panthère. Il crie ou s'enfuit en courant si un prédateur approche. Les proies de la panthère deviennent ses alliés. Bientôt, elle devra quitter sa progéniture pour chasser. Si elle ne mange pas, elle n'aura plus de lait à leur donner. Les petits s'ennuient. Ils commencent à affirmer leur personnalité. Le premier est joueur et ne tient pas en place. L'autre, plus gros, semble aussi plus calme et placide. Avant que la femelle n'ait la chance de partir chasser, la météo change du tout au tout. Une vague de froid s'abat sur la montagne. Impossible de sortir par ce temps. C'est le mois de juillet, mais la petite famille se trouve à 5000 mètres d'altitude, plus haut que le Mont Blanc. Mieux vaut rester blotti au chaud et au sec. La pluie et la neige durent des jours. Pour la femelle, le besoin de chasser devient urgent. Les félins ont horreur de l'humidité. Elle ne sortira par ce temps qu'en cas d'absolue nécessité. Pour l'instant, elle préfère attendre une accalmie. La famille est de plus en plus à l'étroit dans sa tanière. La mère tente de s'étirer. Elle n'oublie pas de garder ses petits au chaud et les enveloppe de sa longue queue touffue, comme s'il s'agissait d'une couverture douce et confortable. Dehors, la pluie a entraîné une explosion de vie. La femelle est de plus en plus tentée par le monde extérieur. Elle observe attentivement ses alliés, les grands barrals. Ils lui permettent de surveiller ce qui se passe dans la vallée en contrebas. L'ourson du Tibet a maintenant 18 mois. Il a joué avec sa mère toute la journée.
Certaines femelles ont davantage de patience et d'enthousiasme que d'autres. Et les petits n'ont pas tous le même degré d'énergie et d'assurance. Les scientifiques appellent cela la variabilité comportementale. C'est ce qui définit la personnalité de tout être vivant. La nuit dernière, l'ours a protégé son butin des panthères des neiges. Mais dès le lever du jour, les restes attirent les charognards. Dotés d'une vue perçante, les vautours sont les premiers à repérer un éventuel repas. Cependant, ils ne sont pas discrets et leur prise de bec ne passe pas inaperçue. Bien que le loup soit seul contre tous, il reste avant tout un prédateur. Les vautours n'oseraient jamais le défier. Ils doivent attendre qu'il en ait fini avec la carcasse. La panthère des neiges garde toujours ses petits. Elle est agitée, tenaillée par la faim. Hormis leurs chamailleries habituelles, les grands barrals semblent calmes. Elle décide de tenter sa chance et de sortir sans bruit. Elle a parfaitement conscience des risques. Ses petits la regardent s'éloigner, intrigués, mais encore trop craintifs pour la suivre. En plein été, le plateau tibétain grouille de vie. Les insectes bourdonnent dans les prairies en fleurs. C'est la saison d'abondance pour les marmottes. Malheureusement pour elles, ça l'est aussi pour leurs ennemis jurés, les ours bleus, les renards et les loups. Tous veulent profiter des richesses de la nature. Des femelles affamées pointent le bout de leur nez. Une belette de montagne attend qu'un pika passe par là. Les animaux ont tous des petits à nourrir. Ils sont sur le qui-vive. Les enjeux sont élevés. La panthère est en chasse. Pour l'instant, la chance n'est pas de son côté. Très haut dans les montagnes, elle a laissé ses petits sans surveillance. Non loin de là, une carcasse attire un groupe de pies. Attiré par leurs cris, le mâle passe tout près de la tanière. Une pie vient de découvrir la grotte. Ces oiseaux sont des charognards. Ils ne feront aucun mal aux petits qui se cachent dans l'obscurité. Ce mâle est sans doute le père, mais impossible d'en être certain. Ils sont plusieurs à rôder dans la région. S'il ne reconnaît pas les petits, il les tuera. Il suit les autres pies jusqu'à la carcasse. Les petits sont sains et saufs, du moins pour l'instant.
Ils sortent de leur cachette, inconscients des dangers qui les menacent. Ils passent le plus clair de leur temps à jouer. À cet âge, il est maintenant possible d'identifier qu'il s'agit d'un mâle et d'une femelle. Le mâle est plus gros et immobilise calmement sa sœur turbulente. Elle cherche toujours la bagarre et il la repousse sans cesse. La petite femelle commence à s'intéresser à la vie à l'extérieur de la tanière. Mais elle est beaucoup trop jeune pour sortir. Leur mère se dirige vers le torrent et le troupeau de yaks. Elle passe devant une autre tanière familiale, celle des renards du Tibet. Les renards d'eau découvrent aussi le monde extérieur. Est-ce que la voie est libre? Peut-être pas. Les familles nombreuses ont une toute autre dynamique. Les petits sont plus compétitifs, plus malins aussi. Comme chez les panthères des neiges, le jeu permet aux renards d'eau d'améliorer leur technique de chasse. Il fait aussi ressortir leur intelligence et leur personnalité. Ils ont un avantage sur les panthères, car leurs deux parents s'occupent d'eux. La mère revient très vite pour s'assurer que ses petits vont bien. Le mâle vagabond est de retour. Les renards d'eau apeurés ne le quittent pas des yeux. Il prend de l'altitude. Pendant ce temps, là-haut dans la tanière, les petites panthères sont fascinées par le monde extérieur. Toutes ces odeurs sont irrésistibles. Le mâle semble prêt à explorer. Mais sa curiosité est de courte durée. Sa sœur sera peut-être plus intrépide. Elle s'avance un peu plus loin. Elle incite son frère à la suivre. Ça suffit pour aujourd'hui. Les petits se réfugient à l'abri pour la nuit. Le lendemain matin, la tanière est vide. Si les petits sont sortis seuls pendant la nuit, leurs chances de survie sont très minces. Les prédateurs ne sont pas le seul danger qui les menace. Ils peuvent se perdre ou mourir de faim ou de froid. Pourtant, il faut se rendre à l'évidence. Les petits ont disparu. The Ding rentre à la ferme.
Un moine lui rend visite et fait quelques prières pour les petites panthères. Pour les bouddhistes, toute forme de vie est sacrée. Il y a quelques années, quand les prédateurs tuaient régulièrement des yaks, les moines de la région ont réuni des fonds destinés aux éleveurs et à leurs familles. Aujourd'hui, ils déploient des drapeaux de prière pour tenter de sauver les panthères des neiges. D'après la tradition bouddhiste, les prières et les mantras seront soufflés par le vent et sèmeront le bien et la compassion. Un peu plus en aval, les grands barrals tentent de traverser le torrent, inquiets pour leur sécurité. Loin des falaises, ils ont raison d'être sur leur garde. Néanmoins, la menace ne vient pas des autres animaux, mais de la force du courant. Il a déjà fait une victime, à la grande joie des vautours. Malgré la promesse d'un festin, celui-ci avance prudemment pour ne pas se mouiller les ailes. Vaincu, il s'éloigne la tête basse. À la fin du mois d'août, les nuits sont déjà plus froides. Au crépuscule, une panthère des neiges a tué une proie. Les tueuses de yaks sont de retour. À la nuit tombée, sous couvert de l'obscurité, elle revient chercher son butin et le traîne jusqu'à la lisière de la forêt, preuve de sa force et de sa détermination. Le lendemain, Zeding emmène son fils Tuba jusqu'à la carcasse. C'est un yak de leur troupeau, et l'un de leurs préférés. Pour Zeding, c'est l'occasion d'expliquer à son fils que la panthère a agi parce qu'elle avait faim, et non pour le seul plaisir de tuer. Il laisse le drap sur la carcasse afin d'éloigner les vautours et de conserver le butin intact. Peut-être la panthère a-t-elle encore des petits à nourrir, cachés quelque part. D'ordinaire, une mère conduirait sa portée jusqu'à la carcasse pour lui faire goûter à la viande pour la première fois. Mais la panthère est seule. Elle commence par arracher l'épaisse fourrure. Zeding est convaincu qu'au moins un des petits est encore en vie. Peng signale qu'il entend des cris semblant venir de la montagne devant lui. Là-haut, en équilibre sur les rochers, un petit appelle sa mère, terrifiée. C'est la femelle, la plus combative des deux. Elle ne peut pas descendre.
Elle tremble. Ses muscles fatiguent dangereusement. À crier ainsi, elle risque d'être repérée par des prédateurs avant que sa mère ne l'entende. Des nuages assombrissent soudain le ciel et le temps change en quelques instants. La situation devient désespérée. Dans la vallée, au bord du torrent, sa mère continue de dépecer la carcasse en attendant la fin du blizzard. À 500 mètres de là, sur la paroi rocheuse, la petite femelle se retrouve en plein vent, sans nulle part où se réfugier. Il n'y a aucune trace de son frère. La panthère n'aurait jamais laissé ses petits exposés ainsi au danger. Ils ont dû sortir de la tanière et tenter de rejoindre seuls la vallée. Dans ces montagnes, la nature est plus forte que tout. Et la vie est fragile. Le destin de la petite femelle ne tient plus qu'à un fil. Des mois ont passé. L'été n'est plus qu'un lointain souvenir. Perchée sur un piton rocheux, une panthère des neiges appelle. Toute l'équipe est là pour filmer la scène. The Ding a repéré du mouvement. Un petit vient de rejoindre sa mère. L'éleveur de yak retrouve enfin la panthère qu'il suit depuis des mois. Soudain, à la surprise de tous, un autre petit surgit de nulle part. Cette fois, la famille est au complet. Avec un peu de chance, elle continuera de réapparaître de temps en temps, au détour d'une montagne. Une fois sa mission accomplie, M. Chi fait ses adieux aux 3 éleveurs et à leur famille. Au-delà de son savoir-faire, il a partagé avec eux une histoire d'amitié, de respect et de compréhension. Grâce à cette harmonie retrouvée entre les hommes et la nature, les panthères des neiges devraient continuer de veiller longtemps sur le plateau tibétain et d'incarner l'esprit de l'Himalaya.